Je m'appelle Camille. J'avais 32 ans, j'en étais à ma 38e semaine de ma première grossesse, et je me tenais dans la salle à manger de mes parents quand la première vraie contraction m'a coupé en plein milieu d'une phrase. Au début, j'ai agrippé le bord de la table en essayant de respirer calmement. Puis une autre est arrivée, plus forte, plus proche, impossible à ignorer. Mes contractions ont commencé, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse pendant à peine une seconde. Mon père m'a jeté un regard irrité car j'avais interrompu la fête en l'honneur de ma sœur cadette et de son nouveau petit ami. Appelle un taxi. Appelle le SAMU. Fais ce que tu as à faire, a-t-il lancé sèchement. Je suis occupé avec cette fête de famille, alors arrête de nous déranger. Personne ne s'est levé. Ma mère a continué à dresser les assiettes. Ma sœur a baissé les yeux. Les proches autour de la table évitaient mon regard, comme si m'aider les forçait à admettre quel genre de famille nous étions devenus. J'ai demandé une fois de plus que quelqu'un m'emmène à l'hôpital. Mon père m'a dit de ne pas gâcher une soirée aussi importante. C'est là que j'ai arrêté de supplier. J'ai posé mon téléphone face contre table, j'ai appuyé sur enregistrer et j'ai laissé l'appareil capturer chaque mot qui a suivi. Puis j'ai appelé les secours moi-même. Alors que je marchais vers la porte d'entrée, une autre contraction m'a presque mise à genoux. Derrière moi, mon père a ri et m'a traité de mélodramatique. Une semaine plus tard, mes parents sont arrivés chez moi tout souriants, chargés de cadeaux, demandant à voir leur petit enfant. Je les ai regardés et j'ai dit, « Vous nous avez abandonnés cette nuit-là. » Mon père a commencé à argumenter. Puis l'homme qui se tenait derrière moi a ouvert la porte et est apparu. Le visage de mon père s'est décomposé. Il l'a reconnu immédiatement et il a compris que l'enregistrement n'était que le début. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après mon départ de ce dîner, dites-moi quel temps il fait chez vous et si cela correspond à votre humeur aujourd'hui. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'homme en bout de table était mon père, Charles Dumont. Il avait transformé le groupe Dumont, qui n'était au départ qu'un petit bureau de 2 pièces à Lyon, en l'une des sociétés de promotion immobilière les plus en vue de France, et il traitait chaque réunion de famille comme une extension de son conseil d'administration. Ma mère, Isabelle, gérait l'image de marque autour de lui. Ma sœur cadette, Léa, fournissait les histoires de réussite qu'il préférait raconter. Mon mari, Damien, était la seule personne qui ne m'avait jamais demandé de me battre pour avoir ma place dans la pièce. Damien n'était pas au dîner car il avait été appelé pour une inspection d'urgence sur un chantier où les téléphones portables étaient interdits. Il avait promis de partir dès la fin du contrôle de sécurité. J'avais failli rester à la maison, mais Charles avait insisté sur le fait que ce dîner était crucial pour la famille. À ce moment-là, j'avais compris que ces mots signifiaient généralement crucial pour lui. Depuis 6 ans, je travaillais comme contrôleuse de gestion chez Dumont Immobilier. J'avais trouvé des erreurs comptables, renégocié des dettes et empêché 2 projets de s'effondrer. Charles me présentait aux clients comme la personne prudente, ce qui semblait respectueux jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il voulait dire. J'étais utile derrière les portes closes, mais je ne devais jamais devenir visible. Léa, qui avait rejoint l'entreprise moins d'1 an plus tôt, était présentée comme l'avenir de la société. Le dîner était censé célébrer sa promotion au poste de directrice de la stratégie. En réalité, Charles utilisait la soirée pour impressionner Étienne Roche, le nouveau petit ami de Léa, dont la société de logiciels avait développé une plateforme que Charles voulait pour un accord de refinancement majeur de 50 millions d'euros. Si Étienne rejoignait le projet, Charles pensait que le conseil d'administration approuverait une expansion qu'il poursuivait depuis des mois. Il y avait un problème. Les chiffres soutenant cette expansion étaient faux. 3 semaines plus tôt, j'avais découvert que les projections d'occupation avaient été modifiées après mon examen. Des dépenses avaient été déplacées entre filiales et ma signature électronique apparaissait sur une certification que je n'avais jamais signée. Quand j'ai confronté Charles, il a appelé cela une présentation temporaire. Isabelle m'a dit de ne pas créer de stress si près de l'arrivée du bébé. Léa a dit que j'étais jalouse parce que le nouveau contrat lui avait été attribué. J'ai copié les dossiers originaux sur une clé cryptée. J'ai également rédigé un courriel à Gabriel Lefebvre, le président indépendant du conseil d'administration du groupe Dumont. Je ne l'ai pas envoyé.
Une partie de moi voulait encore croire que mon père corrigerait les chiffres lui-même. C'était la faiblesse sur laquelle Charles comptait. Je continuais à lui donner une chance supplémentaire parce qu'il était mon père. Au dîner, il a levé son verre et a félicité Léa pour avoir apporté une nouvelle discipline et de la transparence à l'entreprise. Je l'ai regardé sourire alors que mon nom restait attaché à des documents qu'elle avait aidé à modifier. Puis la première contraction est arrivée. J'avais ressenti des tiraillements irréguliers plus tôt dans l'après-midi, mais c'était différent. Cela commençait bas, devenait aigu et durait assez longtemps pour que je m'arrête de respirer normalement. J'ai vérifié l'heure. 9 minutes plus tard, une autre est arrivée. J'en ai parlé discrètement à Isabelle. Elle a touché mon poignet sans me regarder et a chuchoté, « S'il te plaît, n'alarme pas tout le monde à moins que tu ne sois certaine. » La troisième contraction est arrivée 7 minutes plus tard. C'est là que j'ai fait l'annonce que tout le monde a prétendu plus tard avoir mal comprise. Je n'ai pas chuchoté. Je n'ai pas fait d'allusion. J'ai dit clairement que mes contractions avaient commencé et que j'avais besoin que quelqu'un m'emmène à la maternité. Charles a donné la réponse que mon téléphone a enregistrée, appelle un taxi ou les secours, et arrête de déranger la fête. Quelques parents semblaient mal à l'aise. Aucun n'a bougé. Léa fixait son assiette. Étienne était la seule personne à demander si j'allais bien, mais Charles lui a coupé la parole et a commencé à discuter de la présentation du refinancement. Quel genre de père entend la peur dans la voix de son enfant et s'inquiète d'abord de l'interruption? J'ai appelé le SAMU. La régulatrice m'a dit de ne pas conduire. Elle m'a fait parler pendant que je me dirigeais vers la porte d'entrée. Isabelle m'a suivi dans le couloir, mais seulement pour me demander d'attendre dehors afin que la sirène ne perturbe pas le dîner. Je l'ai regardée, cherchant un signe montrant qu'elle comprenait ce qu'elle venait de dire. Elle a baissé les yeux. Quand les ambulanciers sont arrivés, l'un d'eux a demandé si un membre de la famille m'accompagnait. Par la porte ouverte, Charles pouvait entendre la question. Il est resté à table. Non, ai-je dit. Apparemment, ils sont occupés. Alors que le brancard roulait vers l'ambulance, j'ai vu Étienne debout dans l'encadrement de la porte derrière moi. Il regardait alternativement mon père et moi avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Léa l'a ramené à l'intérieur. Les portes de l'ambulance se sont fermées. Mon téléphone a vibré avec un message de Charles. Ne fais pas de scène. Nous discuterons de ton comportement demain. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai ouvert le brouillon adressé à Gabriel Lefebvre. Je n'ai toujours pas appuyé sur envoyer, pas encore. Le trajet vers l'hôpital a duré 14 minutes, mais la douleur déformait le temps. L'ambulancier à mes côtés posait des questions pratiques, depuis combien de temps j'étais enceinte, si j'avais perdu les os, si j'avais eu des complications. Son attention calme semblait presque irréelle après cette salle à manger. Je lui ai dit que j'en étais à 36 semaines et 5 jours. Mon médecin avait prévenu qu'un accouchement prématuré était possible parce que ma tension artérielle avait augmenté la semaine précédente. C'était pour cela que je ne voulais pas conduire. C'était pour cela que j'avais demandé de l'aide à ma famille avant d'appeler une ambulance. À l'hôpital Saint-André, une infirmière nommée Sophie m'a accueillie avec un fauteuil roulant et m'a emmenée directement en salle de tri. Le moniteur a confirmé des contractions régulières. Ma tension était assez élevée pour que l'obstétricienne veuille m'admettre en observation. J'ai envoyé un nouveau SMS à Damien. Cette fois, le message a été marqué comme distribué. Je suis à Saint-André. Le bébé arrive peut-être en avance. Viens vite s'il te plaît. Il a appelé moins d'une minute plus tard. Sa voix était essoufflée. Il venait de quitter le chantier et avait trouvé 6 appels manqués. Je suis à 12 minutes, a-t-il dit. Tu n'es pas seul. Tu m'entends? J'arrive. Ces mots m'ont presque brisé. J'avais passé la dernière heure à me forcer à ne pas pleurer, mais entendre quelqu'un me choisir sans hésitation a libéré tout ce que je retenais à l'intérieur. Avant l'arrivée de Damien, Charles a appelé. J'ai laissé sonner. Puis un autre message est apparu. Le prêteur a besoin de ta confirmation ce soir. Ouvre le document et approuve-le. Nous pourrons gérer la situation de l'hôpital après. C'était là.
Pas de est-ce que tu es en sécurité? Pas de est-ce que le bébé va bien? Juste une demande de signature sur le même montage financier construit sur des chiffres falsifiés. J'ai fait une capture d'écran. Un deuxième message a suivi. Ne contacte pas Gabriel. C'est une affaire de famille. Ce message répondait à une question que je n'avais pas posée. Charles savait exactement ce que ces dossiers pouvaient lui faire. Damien est entré dans la pièce pendant que Sophie ajustait le moniteur. Sa chemise de travail était encore couverte de poussière du chantier. Il a traversé la pièce, a pris ma main et s'est excusé jusqu'à ce que je l'arrête. Tu travaillais, ai-je dit, tu es venu dès que tu as su. Je n'avais pas besoin d'expliquer la différence. Je lui ai montré les enregistrements et les messages. Il a écouté la voix de mon père me disant d'arrêter de déranger la fête. Son expression est passée de la peur à une colère froide que j'avais rarement vue. Tu ne signes rien, a-t-il dit. Je sais. Et tu ne les protèges plus. C'était plus difficile à répondre. Pendant des années, Damien avait regardé Charles utiliser la culpabilité comme outil de management. Chaque fois que j'envisageais de quitter Dumont Immobilier, Charles me rappelait que l'entreprise appartiendrait un jour à Léa et à moi. Chaque fois que je m'opposais à une décision douteuse, Isabelle m'avertissait que le conflit pourrait nuire à sa santé. Chaque fois que Léa s'attribuait le mérite de mon travail, on me disait que les sœurs devaient se soutenir. J'avais confondu l'endurance avec la loyauté. 40 minutes plus tard, des éclats de voix ont retenti devant ma chambre. Charles et Isabelle étaient arrivés. Sophie s'est tenue sur le seuil et leur a dit qu'une seule personne accompagnante était autorisée. Charles a dit qu'il était mon père, comme si ce titre annulait le règlement de l'hôpital. Isabelle a commencé à pleurer assez fort pour que les gens au poste de soins se retournent. J'ai dit à Sophie qu'il pouvait entrer pendant 2 minutes. Charles est entré le premier. Son visage affichait une inquiétude de façade, mais ses yeux sont allés directement vers le téléphone dans ma main. Camille, cela devient inutilement dramatique, a-t-il dit. Nous sommes venus dès que nous avons compris que c'était sérieux. Vous avez regardé l'ambulance m'emmener. Nous pensions que c'était par précaution. Isabelle s'est approchée du lit. Nous avons eu peur après ton départ. Avez-vous eu peur avant ou après que le prêteur ait demandé mon approbation? La pièce est devenue silencieuse. Charles a posé une tablette sur la table de chevet. Le document était déjà ouvert à la page de signature. Ce n'est pas le moment pour l'une de tes scènes de moralité, a-t-il dit calmement. Approuve la certification. Les chiffres sont défendables et la réunion du conseil d'administration a lieu demain matin. Damien s'est interposé entre lui et le lit. Sortez ça d'ici. Charles l'a ignoré. Camille, réfléchis bien. Ton poste, tes parts et ton avenir dans cette famille dépendent de ton comportement rationnel ce soir. Une autre contraction m'a envahi. Sophie a tendu la main vers le bouton d'appel, mais j'ai levé la main. Je voulais que les paroles de mon père soient clairement enregistrées. Es-tu en train de menacer de m'exclure de la famille parce que je refuse de signer une fausse déclaration alors que je suis en plein travail? Isabelle a chuchoté son nom en guise d'avertissement. Charles a réalisé trop tard que mon téléphone enregistrait à nouveau. Il a tendu la main pour le prendre. Damien l'a bloqué. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, a dit Charles. Pour la première fois de la nuit, je l'ai regardé sans essayer de trouver mon père sous le costume du dirigeant qu'il était devenu. Je sais exactement ce que je fais, ai-je dit. Je refuse de porter ton mensonge. J'ai pris la tablette, j'ai fermé le document et je la lui ai rendue. Puis j'ai dit à Sophie d'appeler la sécurité. Le visage de Charles s'est durci. Si nous partons maintenant, ne t'attends pas à ce que nous revenions. Cette phrase était censée m'effrayer. Au lieu de cela, elle a tout clarifié. Vous êtes déjà parti, ai-je dit. Vous l'avez fait alors que j'étais encore debout dans votre salle à manger. La sécurité les a escortés vers la sortie. Isabelle continuait de regarder en arrière, attendant que je les arrête. Je ne l'ai pas fait. Quand la porte s'est fermée, Damien s'est assis à côté de moi. Mes mains tremblaient, mais ma décision était ferme.
J'ai ouvert le courriel pour Gabriel Lefebvre, j'ai joint les registres originaux, la certification modifiée, les captures d'écran des messages de Charles et les 2 enregistrements. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Gabriel a répondu 11 minutes plus tard, bien reçu, ne supprime rien, le conseiller juridique de l'entreprise te contactera quand ton état de santé le permettra, ta santé passe avant tout. Je travaillais avec Gabriel depuis des années, mais il n'était pas un ami de la famille et il ne perdait pas son temps en paroles inutiles. Il avait rejoint Dumont Immobilier en tant que président indépendant après l'investissement d'un fonds de capital investissement. Charles respectait son jugement en public et le craignait en privé. Le conseil d'administration pouvait suspendre Charles, geler les transactions majeures et ordonner un audit judiciaire sans son consentement. Mon père avait passé des mois à assurer à tout le monde que le montage de refinancement était propre. Mon courriel plaçait les dossiers originaux à côté des versions modifiées et prouvait qu'il avait tenté d'obtenir mon approbation après mon admission à l'hôpital. Damien a lu la réponse de Gabriel et a expiré lentement. C'est fini. Non, ai-je dit, ça commence. Je ne célébrais rien. Je savais que l'enquête pourrait endommager l'entreprise que j'avais aidé à bâtir. Des centaines d'employés n'avaient rien à voir avec les choix de Charles. Je savais aussi qu'il me décrirait comme instable, émotive ou vindicative. Il avait déjà utilisé ces mots chaque fois qu'une femme le contestait. C'est pourquoi les documents comptaient plus que ma colère. L'obstétricienne est revenue et a expliqué que mon travail progressait. En raison de ma tension artérielle et de la position du bébé, elle a recommandé une surveillance étroite et des médicaments pour réduire les risques de complications. Sa voix était calme et pour la première fois de la soirée, chaque décision était expliquée plutôt qu'imposée. Damien est resté à mes côtés à chaque heure. Il comptait mes respirations, répondait aux messages et a appelé sa mère pour qu'elle apporte le sac de maternité de notre appartement. Il ne m'a pas dit d'être forte. Il est simplement resté présent. Vers minuit, Léa a envoyé un message. Papa dit que tu as envoyé des dossiers confidentiels de l'entreprise à Gabriel. Pourquoi ferais-tu ça ce soir? J'ai fixé le message, stupéfaite par ce qu'il omettait. Elle ne demandait pas comment j'allais. Elle ne mentionnait pas l'ambulance ni le refus de Charles de m'aider. Sa première préoccupation était l'entreprise. J'ai répondu par une seule phrase. Parce qu'il a falsifié mon approbation et a essayé de me faire signer à nouveau depuis un lit d'hôpital. 3 points sont apparus, ont disparu et sont réapparus. Je ne savais pas pour la signature. J'ai sauvegardé ce message aussi. Quelques minutes plus tard, Étienne a appelé Damien. Il avait quitté le dîner après s'être disputé avec Léa. Selon lui, Charles avait dit aux invités restants que j'avais mis en scène l'urgence parce que je supportais mal la promotion de Léa. Étienne m'avait vu être emmené par les ambulanciers. Il avait aussi entendu Charles dire à Isabelle que l'échéance du prêteur importait plus que la dernière crise de Camille. Étienne a dit autre chose d'important. Pendant le dîner, Charles lui avait montré une présentation contenant des projections prétendument vérifiées par moi. Étienne avait remarqué que les métadonnées indiquaient Léa comme dernière éditrice. Il avait supposé que c'était normal. Après avoir été témoin de ce qui s'était passé, il ne se sentait plus à l'aise de rejoindre le projet. Il a proposé d'envoyer un compte-rendu écrit à Gabriel. J'ai dit à Damien de le remercier. Cela ne faisait pas d'Étienne un héros. Il était resté assis trop longtemps, comme tous les autres. Mais la responsabilité commence parfois quand une personne finit par arrêter de faire semblant de ne pas voir. À 2 heures du matin, Isabelle a laissé un message vocal. Sa voix était douce et blessée. Camille, ton père est sous une pression énorme. Quoi que tu penses qu'il s'est passé, s'il te plaît, ne détruis pas tout ce qu'il a construit à cause d'une soirée difficile. Appelle-moi avant de faire quelque chose que tu ne pourras pas réparer. Une soirée difficile. Elle réduisait des années de manipulation, de dossiers falsifiés et un refus de m'aider à un simple malentendu que j'étais maintenant censé pardonner. Étais-je censé protéger la réputation de mon père après qu'il ait utilisé mon nom pour protéger un mensonge? Je n'ai rien supprimé. J'ai transféré le message vocal au conseiller juridique. À l'aube, les contractions étaient plus fortes et plus rapprochées. Le monde extérieur se limitait à la main de Damien, au rythme régulier du moniteur et aux instructions de Sophie.
J'ai arrêté de penser à Charles. Il avait occupé trop d'espace dans mon esprit pendant trop d'années. Juste après le lever du soleil, notre bébé est né. Le premier son qu'elle a émis était petit mais déterminé. Quand l'infirmière l'a posé contre moi, j'ai senti quelque chose en moi devenir silencieux. Pas effacé. Pas pardonné. Silencieux. Damien a posé son front contre le mien. Ses yeux étaient humides. Nous sommes là, a-t-il chuchoté. Cette phrase simple signifiait plus que tous les grands discours que mon père avait jamais faits. Nous l'avons appelée Clara, d'après la grand-mère de Damien, une femme qui lui avait appris que l'amour se prouvait par ce qu'une personne faisait quand personne n'applaudissait. Pendant que Clara dormait, Gabriel a envoyé un autre message. Le comité d'audit a suspendu le vote de refinancement. Charles a reçu l'ordre de ne pas te contacter concernant les affaires de la société. Le conseil organisera un entretien après ta sortie de l'hôpital. J'ai montré le message à Damien. Pour la première fois, les conséquences n'étaient plus théoriques. Charles m'avait dit de ne pas perturber sa soirée importante. Avant que cette soirée ne se termine, l'accord qu'il appréciait plus que moi avait été stoppé. Mais je savais que la suspension n'était pas la même chose que la justice. Charles se battrait. Isabelle réécrirait l'histoire. Léa déciderait si protéger sa promotion importait plus que de dire la vérité. Et j'avais encore une preuve dont aucun d'eux ne soupçonnait l'existence. Nous sommes rentrés à la maison 3 jours plus tard. L'appartement semblait différent. Pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que Clara occupait désormais les espaces calmes entre nous. Damien circulait dans les pièces, vérifiant les verrous, chauffant les biberons et répondant à la porte avant que je ne puisse me lever. Je dormais par courtes périodes et me réveillais dès que Clara émettait le plus petit son. Le groupe Dumont est entré dans un autre type d'urgence. Le conseil d'administration a placé Charles en congé administratif en attendant l'audit. L'accès au système comptable a été restreint. Le prêteur a suspendu la demande de refinancement. Le conseiller juridique de l'entreprise m'a demandé un entretien formel, mais mon médecin m'a déconseillé de voyager. Gabriel a donc accepté de nous rencontrer à notre appartement une semaine après le dîner. Il est arrivé avec une pochette en cuir et sans discours dramatique. Damien l'a laissé entrer et nous nous sommes assis à la table de la salle à manger pendant que Clara dormait dans un couffin à proximité. J'ai donné la clé cryptée à Gabriel. Elle contenait les projections originales, les chaînes de courriel et les journaux d'accès de la plateforme d'approbation. Ces journaux étaient la preuve que Charles ne savait pas que je possédais. Il montrait que son compte exécutif était entré dans le système quelques minutes avant que ma signature électronique n'apparaisse. Il montrait également que le compte de Léa avait téléchargé les projections modifiées. Gabriel a posé des questions précises. Quand avais-je découvert les changements? Qui avait accès à mon code d'authentification? Charles m'avait-il déjà ordonné d'approuver des informations incomplètes? J'ai répondu sans exagérer. Je n'avais pas besoin de le faire paraître pire qu'il ne l'était. Les dossiers s'en chargeaient tout seuls. Puis on a sonné à la porte. Damien a regardé par l'œilleton et s'est tourné vers moi. Ce sont tes parents. Ils n'avaient pas demandé à venir. En fait, le conseiller juridique avait ordonné à Charles de ne pas me contacter au sujet de l'enquête. Pourtant, il se tenait là aux côtés d'Isabelle, tenant un sac cadeau et affichant le sourire qu'il utilisait lors des galas de charité. Isabelle portait des fleurs et une petite couverture brodée avec les mots « L'ange de grand-mère ». J'ai dit à Damien d'ouvrir la porte mais de ne pas les inviter à entrer. Charles a ouvert les bras comme si nous étions sur le point de prendre une photo. La voilà. Nous sommes ici pour rencontrer notre petit enfant. Isabelle a soulevé la couverture. Nous ne voulons pas de conflit. Nous voulons laisser cette terrible nuit derrière nous. Je me tenais derrière Damien, une main posée sur le couffin. Vous nous avez abandonnés cette nuit-là, ai-je dit. Le sourire de Charles s'est crispé. Nous avons fait une erreur. Les familles avancent. Tu m'as dit d'appeler un taxi pendant que j'étais en plein travail parce que tu étais occupé par une fête. Et tu as répondu en attaquant l'entreprise. Non. J'ai répondu en signalant des dossiers que tu as falsifiés sous mon nom.
Ses yeux se sont portés derrière moi vers la table de la salle à manger. Depuis le couloir, il pouvait voir la pochette en cuir et la clé cryptée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. Avant que je ne réponde, la porte intérieure derrière moi s'est ouverte. Gabriel est apparu. Charles a pâli. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Le dirigeant confiant a disparu du visage de mon père. Il ressemblait à un homme qui était entré dans une pièce en croyant contrôler l'histoire et qui découvrait le témoin déjà assis à l'intérieur. « Gabriel » a-t-il dit. « Je ne savais pas que vous étiez ici. »« C'est évident » a répondu Gabriel. Isabelle a serré plus fort ses fleurs. « C'est une visite familiale. » Gabriel a regardé Charles. « Vous avez reçu l'ordre via votre avocat de ne pas contacter Camille concernant l'audit. » « Je ne suis pas ici pour l'audit. » Charles a fouillé dans le sac cadeau et a sorti une enveloppe. J'ai failli rire. À l'intérieur se trouvait une déclaration dactylographiée disant que j'avais été sous stress médical, que j'avais mal compris les conversations du dîner et que j'avais envoyé des documents de l'entreprise avant de les avoir examinés complètement. En bas se trouvait une ligne de signature pour moi. Gabriel n'y a pas touché. Il n'en avait pas besoin. Damien a lu le premier paragraphe et le lui a rendu. Vous avez apporté une rétractation déguisée en cadeau. Les yeux d'Isabelle se sont remplis de larmes. Nous essayons de sauver cette famille. Quelle famille ? Ai-je demandé. Celle dans le couffin ou celle imprimée sur le papier à en tête de ton entreprise ? C'était la deuxième question à laquelle Charles ne pouvait pas répondre. Il s'est tourné vers Gabriel. Tout cela est sorti de son contexte. Camille a toujours été émotive en ce qui concerne Léa. L'expression de Gabriel est restée impassible. L'audit n'est pas basé sur des relations fraternelles. Il est basé sur des journaux d'accès numérique, des états financiers modifiés et une tentative d'obtenir une certification de la part d'une employée recevant des soins hospitaliers. Charles m'a regardé avec une fureur évidente. Tu lui as tout donné. Je lui ai donné la vérité. Tu n'as aucune idée du nombre de personnes qui souffriront si cette entreprise s'effondre. J'ai pensé à eux. C'est pourquoi j'ai refusé de te laisser emprunter plus d'argent en utilisant de faux chiffres. Pendant des années, Charles avait présenté chaque conséquence de ses choix comme un fardeau que quelqu'un d'autre lui imposait. Si je restais silencieuse, j'étais complice. Si je parlais, j'étais destructrice. Dans tous les cas, il restait innocent dans sa propre histoire. Gabriel a sorti un document de sa pochette. Charles, le comité d'audit s'est réuni ce matin. Avec effet immédiat, votre autorité en tant que directeur général est suspendue. Vous devez remettre vos appareils professionnels avant 17 heures. Le conseil votera sur votre licenciement après le rapport d'audit. Isabelle a chancelé en arrière comme si Gabriel l'avait frappé. Charles a fixé le papier mais ne l'a pas pris. Vous ne pouvez pas faire ça chez ma fille. La réponse de Gabriel fut calme. Le lieu n'est pas le problème. Charles a finalement regardé vers le couffin. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait poser une question sur Clara. Au lieu de cela, il a dit, « Camille, répare ça. » Ce fut le moment où la dernière once d'espoir m'a quitté. « Tu penses encore que je suis là pour nettoyer derrière toi ?» ai-je dit. Ce n'est pas le cas. Je leur ai dit qu'ils ne rencontreraient pas Clara ce jour-là. Tout contact futur dépendrait de la prise de responsabilité et non de cadeaux, de photographies ou de déclarations rédigées par des avocats. Isabelle a posé la couverture sur le sol. Charles a froissé la rétractation non signée dans son poing. Alors qu'il s'éloignait, il s'est retourné une fois et a dit « Je regretterais de l'avoir humilié ». Gabriel a fermé la porte. Non, ai-je dit bien que Charles ne puisse plus m'entendre. Tu regrettes que quelqu'un t'ait enfin vu tel que tu es. Charles ne s'est pas rendu sans bruit. En quelques heures, il a appelé 3 membres du conseil d'administration et a prétendu que j'avais volé des informations confidentielles pendant une crise médicale. Il a dit au cadre supérieur que Damien m'avait poussé à détruire l'entreprise pour qu'un concurrent puisse l'acquérir. Isabelle a appelé des proches et a dit que je gardais Clara en otage pour me venger d'un malentendu. Aucune de ces histoires n'a survécu face aux preuves.
L'équipe d'experts a confirmé que Charles avait utilisé un passe-partout administrateur pour entrer sur la plateforme d'approbation. Mon profil d'authentification avait été copié pour certifier les projections modifiées. Léa avait téléchargé les fichiers révisés depuis son compte après avoir reçu un courriel de Charles qui disait « Fais en sorte que les chiffres soutiennent l'histoire que nous avons déjà vendue ». L'audit a révélé plus encore. 2 projets en difficulté avaient été écartés de la présentation de refinancement. Des honoraires de consultants avaient été acheminés vers une société contrôlée par l'un des amis de longue date de Charles. Les faux chiffres n'étaient pas une décision désespérée isolée. Ils faisaient partie d'un système. Étienne a donné au conseil son récit du dîner et a retiré son entreprise du partenariat technologique proposé. Il a également mis fin à sa relation avec Léa. Léa m'a appelé le soir après son départ. Elle a commencé par me rejeter la faute. « Tu savais que cela arriverait » a-t-elle dit. « Tu voulais que je perde tout. Je voulais que mon nom soit retiré de faux documents. Tu aurais pu me prévenir avant d'envoyer les fichiers. Je t'ai prévenu il y a 3 semaines dans la salle de conférence. Tu as dit que j'étais jalouse. » Elle s'est tue. Puis elle a admis que Charles lui avait dit que les projections étaient agressives mais légales. Elle avait tellement voulu cette promotion qu'elle n'avait pas posé d'autres questions. Elle m'avait regardé partir dans une ambulance parce qu'elle avait peur que s'opposer à lui ne lui coûte l'avenir qu'il lui avait promis. Son honnêteté est venue tard, mais au moins elle est venue. Dis exactement cela au conseil, ai-je dit. Me pardonneras-tu? Je ne sais pas. C'était la première réponse honnête que je pouvais donner. Léa a coopéré avec l'audit. Le conseil l'a démise de ses fonctions de directrice mais l'a maintenue en congé sans solde pendant que les enquêteurs déterminaient sa responsabilité. Elle a perdu le titre qu'elle avait célébré lors du dîner. Plus douloureusement, elle a perdu la certitude que l'approbation de Charles signifiait qu'elle était en sécurité. Isabelle a subi des conséquences en dehors de l'entreprise. Au début, elle a continué à dire aux proches que j'avais surréagi. Puis la déclaration écrite d'Étienne a circulé parmi les membres de la famille qui avaient été présents. Plusieurs ont admis qu'ils m'avaient entendu demander de l'aide et n'avaient rien fait. Le comité de bienfaisance qu'Isabelle présidait lui a demandé de se retirer après avoir appris qu'elle m'avait poussé à signer une rétractation. Elle m'en a également tenu pour responsable. Je n'ai pas rendu les enregistrements publics. Je n'avais pas besoin que des inconnus punissent mes parents. Les gens dont ils appréciaient le respect en savaient déjà assez. 6 semaines après la naissance de Clara, le conseil d'administration a licencié Charles pour faute grave et a transmis la certification falsifiée et les dossiers financiers aux autorités judiciaires. Le refinancement s'est effondré. Comme Charles avait personnellement garanti une partie de la transaction, ses avocats lui ont conseillé de vendre sa villa de Saint-Tropez et de liquider plusieurs investissements. Le groupe Dumont n'a pas coulé. Gabriel a nommé un directeur général par intérim, a informé les employés de l'audit et a négocié avec les banques en utilisant les chiffres corrigés. 2 projets ont été vendus, mais les salaires ont continué d'être versés et l'entreprise a survécu. Cela comptait pour moi. Une vengeance qui détruit des innocents n'est qu'une autre forme d'égoïsme. Mon propre règlement a pris plus de temps. L'entreprise a rétabli les parts que Charles avait tenté d'annuler, m'a versé les indemnités qui m'étaient dues et a supprimé chaque approbation contestée de mon dossier professionnel. J'ai démissionné malgré tout. Charles a appelé le jour où son licenciement est devenu public. « Tu as eu ce que tu voulais ?» a-t-il dit. « Non. Je voulais un père qui m'emmène à l'hôpital. » Il n'a pas répondu. Après une pause, il a dit « Tu as ruiné mon héritage. » J'ai regardé Clara dormir contre la poitrine de Damien. Ton héritage est ce que tu as choisi quand personne ne pouvait te forcer à faire le bon choix. Il m'a accusé d'être cruel. Puis il a exigé de savoir quand il pourrait voir Clara. Je lui ai dit pas avant qu'il n'ait accepté sa responsabilité par écrit, qu'il ait cessé de contacter le conseil d'administration et qu'il ait entamé une thérapie familiale sans l'utiliser comme une opération de relations publiques. Il a refusé. Pour la première fois de ma vie, son refus n'a pas changé ma limite. 9 mois plus tard, je me tenais dans un bureau lumineux surplombant une partie de Paris bien plus modeste que celle que Charles contrôlait autrefois.
J'avais accepté un poste de directrice financière pour une association de logement social. Le salaire était inférieur à mon ancienne rémunération, mais mon nom n'appartenait qu'à des décisions que j'étais prête à défendre. Clara était en bonne santé, curieuse et fascinée par le bruit du papier qu'on déchire. Damien plaisantait en disant qu'elle avait hérité de mon talent pour détruire les mauvais contrats. L'enquête sur Charles s'est terminée par un règlement financier, des obligations de remboursement et une interdiction de plusieurs années d'exercer des fonctions de direction dans toute société faisant appel au financement public. Il a évité la prison, mais il a perdu le groupe Dumont, sa villa et l'autorité qu'il avait confondue avec l'amour. La presse économique a décrit sa chute dans un langage mesuré. Les personnes les plus proches de lui connaissaient la vérité plus simple. Il avait risqué l'avenir des autres parce qu'il croyait que personne dans sa famille ne le défierait. Isabelle a emménagé dans un appartement plus petit et a cessé d'assister aux événements mondains qui organisaient autrefois sa vie. Elle envoyait des cartes chaque mois. La plupart contenaient une variante de la même phrase. Une famille ne devrait pas être divisée pour une seule nuit. J'ai renvoyé chaque carte sans l'ouvrir jusqu'à ce qu'une arrive sans excuse. Je t'ai fait défaut quand tu as demandé de l'aide. Je me souciais plus de garder ton père calme que de te garder en sécurité. Je comprends que dire cela ne me donne pas un accès direct à ta vie. C'était la première excuse qu'elle écrivait sans me demander de la consoler. J'ai accepté de la rencontrer dans le bureau d'un conseiller. Je n'ai pas amené Clara. Reconstruire la confiance, lui ai-je dit, se ferait par des étapes trop petites pour être prise en photo. Léa a aussi changé, bien que pas rapidement. Après avoir coopéré avec les enquêteurs, elle a quitté le groupe Dumont et a pris un poste de débutante en stratégie dans un autre cabinet. Pour la première fois, son titre n'était pas un cadeau de Charles. Elle s'est excusée sans me demander d'effacer les conséquences. Je t'ai vu t'agripper à la chaise cette nuit-là, m'a-t-elle dit. Je savais que tu avais peur. Je suis restée assise parce que je ne voulais pas que papa soit en colère contre moi. Quand as-tu réalisé que rester silencieuse était aussi un choix? Ai-je demandé. Quand Étienne est parti, a-t-elle dit. Mais j'aurais dû le réaliser quand tu as demandé de l'aide. Nous avons commencé à nous parler une fois par mois. Je n'appelais pas cela du pardon. J'appelais cela la preuve qu'elle essayait. Charles a résisté plus longtemps que tous les autres. Il a envoyé des menaces juridiques, puis des messages sentimentaux, puis des photographies de mon enfance. Quand rien de tout cela n'a ouvert la porte, il a finalement accepté de suivre une thérapie. 1 an après le dîner, il m'a envoyé une lettre. Elle faisait 6 pages. Les 5 premières expliquaient sa pression, son enfance, l'entreprise et la peur de l'échec. La dernière page contenait une seule phrase qui importait. Je t'ai entendu demander de l'aide et j'ai choisi la fête parce que je croyais que tu me pardonnerais comme tu l'avais toujours fait. J'ai lu cette phrase 2 fois. Il avait enfin nommé son choix. Je ne l'ai pas invité à rencontrer Clara. La responsabilité peut commencer par une phrase honnête, mais la confiance se construit par un comportement constant. Je lui ai dit qu'après 6 mois de thérapie et sans aucune tentative de me rejeter la faute, nous pourrions discuter d'une rencontre supervisée. Il a accepté. Ce n'était pas la fin que Charles voulait. Il voulait une réunion émotionnelle qui restaurait tout. Au lieu de cela, il a reçu des conditions, du temps et de l'incertitude. Les mêmes choses qu'il avait forcé les autres à porter pendant qu'ils se protégeaient. Pour le premier anniversaire de Clara, Damien et moi avons organisé un petit rassemblement dans un jardin public. Il n'y avait pas de présentation commerciale, pas d'annonce mise en scène et pas de compétition pour attirer l'attention. Sophie, l'infirmière qui m'avait aidée cette nuit-là, est venue avec sa famille. Gabriel est passé brièvement et a offert à Clara un puzzle en bois. Léa est venue seule et a aidé à ranger sans qu'on le lui demande. Isabelle est restée 1 heure et a respecté chaque limite. Charles n'était pas là. Je n'ai ressenti aucun triomphe en son absence. J'ai ressenti la paix. Pendant des années, je pensais que la vengeance signifiait faire ressentir à quelqu'un la douleur qu'il m'avait causée. Ce que j'ai appris est plus difficile et plus utile. La conséquence la plus forte était de refuser de continuer à absorber cette douleur pour eux.
Mon père m'a dit d'appeler un taxi alors que j'étais sur le point d'accoucher parce qu'il était occupé par la fête de famille. J'ai appelé à l'aide, je suis partie, j'ai dit la vérité et j'ai arrêté de protéger l'homme qui m'avait abandonné. Il a perdu sa position, son contrat, sa maison et la loyauté inconditionnelle de la famille qu'il contrôlait. J'ai gagné quelque chose qu'il ne pourrait jamais me donner. Le droit de décider quel genre de famille Clara grandirait en croyant être la norme. Cette histoire est un témoignage puissant sur la nécessité de fixer des limites saines, même envers ceux que nous sommes censés aimer le plus au monde. Camille nous montre que la loyauté familiale ne doit jamais servir de bouclier à l'abus de pouvoir ou à la malhonnêteté. En choisissant la vérité plutôt que le silence, elle n'a pas seulement protégé sa propre intégrité, elle a aussi assuré un environnement sain et honnête pour sa fille Clara. La leçon fondamentale ici est que le respect et la confiance ne sont pas des droits acquis par le sang, mais des valeurs qui se méritent par des actions quotidiennes et une véritable empathie. On réalise que parfois, quitter une situation toxique est le plus grand acte d'amour que l'on puisse accomplir pour soi-même et pour les générations futures. Camille a transformé sa vulnérabilité en une force inébranlable, prouvant que personne n'est obligé de porter les mensonges d'autrui, peu importe les menaces ou les pressions sociales. Sa décision de tenir son père pour responsable malgré sa position de pouvoir est un exemple inspirant d'intégrité professionnelle et personnelle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Camille a été trop sévère avec ses parents, ou au contraire, estimez-vous que sa réaction était la seule possible pour protéger son enfant et son avenir ? Avez-vous déjà été confronté à un dilemme entre votre loyauté envers votre famille et vos propres valeurs morales ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous sur ce sujet complexe et universel.